Merci de nous avoir rejoints à ce 5e café cyberéthique autour de la réflexion éthique, autour de l'obligation vaccinale des soignants. Notre président de la République, Emmanuel Macron, nous a apporté des éléments nouveaux, mais qui ne font pas disparaître la réflexion éthique. Et c'est bien qu'elle se poursuive à chaud pendant que les allers-retours entre les différentes assemblées, le Conseil d'État, sont en train de se poursuivre pour savoir comment ça va se traduire très précisément, légalement, pour les soignants dans les semaines et les mois qui viennent. Je vais vous présenter les 3 orateurs de ce soir. Le docteur Olivier Beau, qui est infectiologue hygiéniste au CHU de Clermont-Ferrand, qui abordera bien entendu les points de vue médicaux du problème. Ensuite interviendra Marie-France Calu, qui est juriste, maître de conférence honoraire à la faculté de droit de Lyon. Et ensuite, Élodie Camier-Lemoine, qui est philosophe à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. 18h05, les 5 minutes de mise en route sont maintenant réalisées. Je vais donner la parole à Olivier. Olivier, à vous. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion d'intervenir à cet échange important sur un sujet, vous l'avez dit, passionnant. Alors, effectivement, je me propose d'aborder plutôt le versant médical de la discussion qui pourra y avoir. Et je vous propose de l'aborder de manière, en peut-être trois chapitres. Le premier, assez rapide, auquel je me permettrai de resituer un peu cette maladie Covid-19, mais sans m'alourdir, parce que je pense que bon nombre d'entre vous ont des notions assez précises maintenant, vu les communications larges qu'il y a autour de cet événement. Après, un chapitre sur les vaccins ou la vaccination, un petit peu au sens large, c'est-à-dire que en prenant un petit peu de recul sur cette démarche de vaccination pour que on arrive à finalement comprendre que c'est pas un événement nouveau que de proposer une vaccination pour une maladie émergente et que ça peut poser des questions qui se sont déjà posées auparavant et que ça permet peut-être de nourrir notre réflexion. Et puis, je finirai par dans ce chapitre-là, on parlera du développement d'un vaccin assez rapidement, de manière assez succincte. Et on finira par les spécificités peut-être de la vaccination contre la Covid-19. Alors, sur cette maladie, c'est une maladie qu'on découvre depuis de manière assez récente. Et du coup, c'est vrai que les choses sont pas aussi établies que ce qu'on peut l'attendre pour d'autres maladies qu'on connaît très très bien. Et malgré tout, on peut, et ça vous l'avez, je pense, tous bien admis, que cette maladie, elle a une présentation qui est extrêmement protéiforme, avec des présentations qui sont totalement asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on contracte la maladie, mais finalement, on en est de manière totalement inconsciente et non perçue. Et on peut être vecteur de la maladie, on va dire, malgré soi, à son insu. Et puis, donc, c'est la majorité des personnes qui sont concernées par cette situation-là. Et puis après, on va avoir des présentations qu'on dit paucisymptomatiques, avec seulement quelques symptômes du type perte du goût, perte de l'odorat. Et puis, on va après avoir pour une minorité de personnes, mais une minorité de personnes qui, quand on parle à l'échelle d'une population, font un nombre conséquent, qui vont présenter une maladie grave qui nécessitera une prise en charge hospitalière et qui, malheureusement pour certains, vont conduire au décès. Donc c'est vrai que dire je vais me protéger d'une maladie que je ne perçois pas, c'est pas forcément évident et ça mérite effectivement un certain nombre de questions et un éclaircissement pour arriver à se positionner dans la gestion. Autre élément important dans cette maladie, c'est que aujourd'hui,
comme pour quand même beaucoup de maladies virales, il faut bien le dire, il n'y a pas de traitement curatif, de traitement efficace, de traitement antiviral qui nous permettent de dire, si quelqu'un rencontre le virus, on va pouvoir lui proposer un traitement qui va éradiquer le virus et le guérir. Donc on est dans une politique de prévention et une politique après, ou une technique de prévention. Et puis au-delà de la prévention, lorsque la maladie survient, on est plutôt dans un traitement symptomatique où on essaye de subvenir aux différents symptômes qui sont ressentis par les personnes qui sont malades. Donc ça, c'est pour les éléments qui me paraissaient importants de rapporter sur cette maladie Covid-19. Après, pour ce qui concerne les vaccins, alors je me suis permis de catégoriser 3 types de vaccins, on va dire. Les vaccins qui sont proposés pour une maladie mortelle. Alors une maladie mortelle, vous ne l'avez peut-être pas en tête parce que c'est heureusement une des maladies rares, mais qui surviennent encore. Et récemment, dans notre région, quand je dis récemment, il y a 2 ou 3 ans, est survenu le décès d'un enfant de la rage. Et c'est vrai que chaque fois qu'une rage survient, on sait que en 7 jours, ça conduit au décès. Et donc, on perçoit tout à fait que la vaccination contre la rage, lorsqu'elle est proposée, elle suscite beaucoup moins d'appréhension ou de réaction quand on vous dit tout de suite, finalement, si vous avez la rage, vous décédez. Il peut y avoir une discussion, malgré tout, sur est-ce que je suis sûr d'avoir rencontré le virus de la rage? Est-ce que j'ai été bien mordu par un chien ou par un animal ou griffé par une chauve-souris qui était porteur du virus? Et là, il peut y avoir effectivement une discussion. Voilà. Mais sur la survenue de la maladie, il n'y a pas beaucoup de discussion. Si la maladie survient, ça conduit au décès et on a un vaccin qui peut prévenir complètement la survenue de cette maladie. Donc vous voyez que l'efficacité d'un vaccin vis-à-vis d'une maladie assez redoutable et donc un bénéfice-risque pour lequel on a évidemment beaucoup moins d'alternatives. Après, on va dire des vaccins qui sont proposés pour des maladies moins graves que la rage, parce que moins mortelles, mais néanmoins assez prégnantes. Et j'ai pris l'exemple de la poliomyélite, qui est une maladie qu'on connaît beaucoup moins actuellement, mais qui a concerné énormément de personnes, puisqu'en 1988, on avait 350 000 personnes par le monde qui étaient encore victimes de cette maladie, qui entraînait des paralysies en particulier et des handicaps que les gens portaient ou portent encore pour certains, jusqu'à la fin de leur jour, puisqu'il y a une destruction d'une partie de la moelle. Et donc, on a proposé une vaccination obligatoire en France depuis 1964, et on peut dire qu'entre 1988, avec 350 000 cas recensés dans le monde, on est passé en 2017 à 35 cas. Donc on voit que là aussi, on a une efficacité et on a l'objectif et on peut prétendre avoir un objectif d'éradication. Ça aussi, c'est un enjeu intéressant qu'il faut mettre dans la discussion lorsqu'on parle des vaccins. Et puis, après, la troisième catégorie de vaccins que vous connaissez beaucoup mieux, je pense, c'est la vaccination contre des maladies dites bénignes, et je pense à la grippe en particulier, et on va faire rentrer le coronavirus dans cette catégorie-là. Bénigne pour, on va dire, une majorité de la population, mais qui pour autant entraîne chaque année, et on le voit pour cette Covid-19, entraîne chaque année et entraîne régulièrement des décès redoutables pour les familles qui sont confrontées et pour les personnes qui sont confrontées, et particulièrement des personnes qui sont extrêmement fragiles. Donc on voit que finalement, chaque fois qu'on va se poser la question de je me vaccine pas, vont arriver cette balance, cette fameuse balance bénéfice-risque, qui ne sera pas du tout la même en fonction de la pathologie à laquelle on est confronté, évidemment, et qui va devoir aussi peser le type de vaccin qui est proposé. Est-ce que c'est un vaccin qui va pouvoir éradiquer une maladie? Est-ce que c'est un vaccin qui veut avoir des effets indésirables locaux, des effets indésirables généraux, des effets indésirables redoutables? Est-ce que c'est un vaccin qui va permettre de protéger la collectivité en premier lieu ou protéger l'individu en premier lieu? C'est souvent pas, l'un et l'autre sont souvent liés, mais c'est une réflexion qui va rentrer en ligne de compte. Et vous voyez qu'à travers ces 3 exemples-là, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, quelques mots sur le développement du vaccin, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur un vaccin. On a dit au début de la pandémie qu'effectivement, pour avoir un vaccin contre la Covid-19, si on suivait ce qui se passait habituellement, il nous faudrait attendre 10 ans. Donc, on pouvait espérer que les choses soient raccourcies. Et de manière, j'aurais envie de dire miraculeuse, ou en tout cas de manière assez formidable, on a vu, moins d'1 an après l'avènement ou la découverte de cette maladie, arriver des vaccins. Alors, je dis, ça n'a rien de miraculeux,
miraculeux, et ça, c'est justement là que je pense qu'il faut être bien clair, c'est que finalement, les techniques vaccinales qui ont été utilisées pour développer, on va dire, les deux types de vaccins qui prédominent actuellement, le MARN, en tout cas dans notre pays, le MARN et le vecteur viral, on a utilisé des technologies qui étaient dans la rampe de lancement, en fait, qui étaient déjà bien avancées, et pour le coup, il a fallu juste modifier la cible pour pouvoir dire c'est bon, on y va. Donc on avait déjà pas mal de chemin parcouru dans les laboratoires. Et puis l'autre élément, c'est que cette cible, la cible à viser par ces vaccins, elle était très vite identifiée, cette fameuse protéine spike dont vous avez tous entendu parler. Donc ça, c'est deux éléments assez fondamentaux qui ont permis effectivement d'avancer très vite. Après, autre élément qui a joué dans la balance de manière évidente, c'est le formidable financement qu'il y a pu y avoir dès le mois de mars ou au printemps dernier. Hein, chacun est arrivé en disant bah oui, nous, s'il y a un vaccin, on est prêt à financer, et on imagine bien que les laboratoires qui étaient dans cette démarche-là, ils ont une manne financière, enfin des possibilités financières qu'on n'a jamais vues actuelles, enfin pour d'autres pathologies, on peut le dire aujourd'hui. Après, autre élément important, c'est que quand on développe un vaccin, il faut que l'on constitue des groupes et qu'on essaye de tester le vaccin. Et quand on constitue des groupes pour des maladies rares, vous imaginez bien qu'il faut avoir un certain temps pour arriver à recueillir des patients qui puissent être exposés à la maladie. Là, il n'y avait pas à attendre du tout, on était dans une situation pandémique, donc très vite, on a eu des études qui ont pu présenter un nombre formidable de personnes exposées et à qui on a pu proposer le vaccin. Et on a tout de suite eu des études avec 40 000 cas, ce qui est assez formidable en tout cas pour premières études. Voilà. Alors donc ça, c'est autant d'éléments qui ont fait que ça allait très vite. Et le dernier élément, c'était le fait que les phases de développement d'un vaccin ont été superposées les unes les autres, si vous voulez. Aucune phase n'a été limitée, mais chacune a pu être mise en place dès qu'on avait, avant même qu'on ait validé la précédente, si vous voulez. Et du coup, on a pu avoir un développement très raccourci dans le temps, comme on a pu le constater. Autant d'éléments qui font que l'histoire a avancé beaucoup plus vite, heureusement, que ce qu'on pouvait s'y attendre. Donc finalement, le vaccin aujourd'hui que l'on a, il a une efficacité, j'ai envie de dire redoutable, c'est pas le bon mot, mais c'est assez formidable hein, par rapport aux vaccins qu'on utilise. On sait que ça fait partie des vaccins qui sont assez hyper efficaces. Et c'est pas le cas de tous les vaccins. Vous savez, vous avez en tête le vaccin contre la grippe probablement, où malheureusement on peut pas afficher ce type d'efficacité au-delà de 90% de formes de contrôle ou de maîtrise des formes graves qui conduisent à l'hospitalisation voire au décès, et ce qui est étonnant. Hein. Donc ça c'est génial. Après, d'autres éléments qui sont en train cette fois d'avancer petit à petit, c'est est-ce que le vaccin lui-même permet de contrôler la circulation virale. Et là, on avance petit à petit, pas à pas, et les choses vont plutôt dans le sens de dire que le vaccin promettrait certainement de limiter la circulation, mais probablement pas la transmission. Alors, vous voyez, c'est un peu, c'est pas aussi évident que ça. Et là, on est sur des études en ce qu'on appelle en vie réelle. Hein, on constate dans une population exposée, et vaccinée, est-ce que finalement on voit survenir des clusters ou pas. Et ça nécessite des observations qui arrivent petit à petit et qui permettent d'enrichir les connaissances au jour le jour. Mais on va a priori, on se dirige vers quelque chose d'assez efficace dans ce domaine-là. Donc, vous l'avez compris, il y a tout cet enjeu, le bénéfice-risque, l'efficacité, ce développement-là qui est là. Et du coup, on est dans cette situation où décider d'une vaccination ou de savoir si on va protéger l'individu ou la population, on arrive dans ce débat politique, éthique, qu'on va essayer de mener aujourd'hui. Juste une petite parenthèse sur... Je ne suis pas expert, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, cet élément-là, sur l'enjeu financier que représente effectivement la vaccination. À n'en pas douter, les laboratoires qui se sont lancés dans la course et qui aujourd'hui proposent 3 milliards de vaccins, ou ont développé, ou ont vendu 3 milliards de vaccins, font face à une manne assez inimaginable. Donc on peut mettre ça dans les balances. Et puis il faut aussi mettre dans la balance l'enjeu économique que représente la survenue d'une pandémie ou d'une épidémie à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde. Et c'est vrai que donc ça, c'est des choses qui ont des dimensions qui, pour moi en tout cas, sont difficiles à percevoir.
Donc ça peut rentrer dans certaines réticences ou certaines réflexions des uns et des autres, et peut-être alimenter notre discussion sur la proposition de la vaccination obligatoire pour nos soignants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. C'était très intéressant. J'espère que tout le monde a pris plein de notes pour vous poser plein de questions à l'issue. Marie-France, à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais donc intervenir sur un aspect qui est totalement différent, qui est le point de vue juridique. Et pour commencer, je voudrais déjà rappeler quelque chose qui est extrêmement important, c'est que le droit se doit d'être, quand je dis le droit, ce ne sont pas les décideurs, hein, mais le droit, les textes en eux-mêmes, se doit d'être neutre par rapport à la notion de vaccination. La vaccination, qu'elle doive être obligatoire, qu'elle doive être prise en compte, l'immunisation, relève des scientifiques, relève des médecins et relève des politiques. Le droit va intervenir comme aide à la décision et comme aide à la procédure. Donc ceci est très important. Le deuxième point, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que là, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de discuter, je vais avoir une petite difficulté dans la mesure où le droit, nous fonctionnons sur des textes. Or, il y a un texte nouveau qui est en train d'être discuté ce soir et qui va être soumis au Parlement cette semaine et qui peut changer beaucoup de choses. Donc, je serai d'une grande prudence sur un certain nombre d'éléments. À partir de là, une fois que j'ai fait ces deux précisions, je vais expliquer d'abord quel est le statut juridique des vaccins. Ensuite, qui peut décider de rendre un vaccin obligatoire et comment? Sur quels critères? C'est peut-être là le point le plus important par rapport à la discussion, et les conséquences d'un non-respect d'une obligation vaccinale. D'abord, le statut juridique des vaccins. D'une manière générale, quel que soit le vaccin, que ce soit le vaccin contre la Covid ou le vaccin contre la grippe ou n'importe quel autre vaccin, le vaccin fait partie des médicaments, c'est-à-dire qu'il est soumis à des contrôles extrêmement stricts et qu'il est soumis, et vous le savez, on en a beaucoup parlé, à des autorisations de mise sur le marché, non seulement en France, mais avant que la France puisse le faire, des autorisations de mise sur le marché au niveau européen. Seulement, c'est un médicament de type particulier dans la mesure où il rentre dans une catégorie que l'on appelle la prévention de la santé. Il n'est pas là pour guérir, il est là pour éviter de. Donc, ce médicament, ce vaccin a donc un caractère particulier et la prévention dans le Code de la santé publique intervient tout à fait au début, c'est-à-dire que le gouvernement, quand je dis le gouvernement, c'est toutes les instances décideuses, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour prévenir et guérir. Donc, la vaccination fait partie des obligations, la discussion et les décisions à prendre sur les vaccinations, ceci fait partie des obligations qui sont mises à la charge d'une instance politique qui est au moment où la vaccination pose un problème. Il est prévu également que le ministre en charge de la Santé doit élaborer une politique vaccinale, fixer des conditions d'immunisation, énoncer des recommandations, fixer les calendriers de vaccination, et tout ceci après avis de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est le premier point. Toujours dans le statut juridique, ce qui est important, mais vous le savez tous, c'est qu'en fait, il y a deux catégories de vaccins. Les vaccins qui sont dits obligatoires et les vaccins qui sont dits recommandés. Alors, ce que l'on appelle les vaccins obligatoires, ce sont ceux pour lesquels la liberté, j'allais dire, n'existe pas. Il y a schématiquement deux grandes catégories de personnes concernées. D'abord, je commence par les plus jeunes, pardonnez-moi, les enfants de moins de 18 mois pour lesquels il y a 11 vaccins obligatoires. Je n'y insisterai pas parce que je pense que nous avons tous dépassé cet âge. Et puis, les vaccins obligatoires en raison d'une profession. Donc, les professionnels de santé, vous avez des vaccins obligatoires contre l'hépatite B, la diphtérie, etc. La grippe était obligatoire autrefois pour les professionnels de santé, elle ne l'est plus. Et puis d'autres professionnels, type les personnes qui travaillent dans les transports sanitaires, les thanatopracteurs, les vétérinaires, etc. Donc là, ce n'est plus en raison de l'âge, mais en raison de la profession. Il y a
la catégorie, effectivement, du vaccin contre la Covid-19 qui semble, mais encore une fois, nous n'avons pas le texte, donc moi, en tant que juriste, je suis sur un point d'interrogation, mais qui semble peut-être devenir obligatoire d'ici quelques jours pour les professionnels de santé, et j'y reviendrai. Et puis, il y a la deuxième catégorie, la catégorie des vaccins recommandés. Recommandé, cela veut dire que chaque personne est libre de le faire, de ne pas le faire, de le faire et puis de faire les rappels, ou de le faire, de ne pas faire les rappels, de choisir comme il veut. Un point est important, je voudrais quand même le signaler d'un point de vue juridique. Lorsque l'on parle actuellement du pass sanitaire, il ne faut pas confondre le pass sanitaire avec la vaccination obligatoire. Le pass sanitaire tel qu'on le demande, ou qu'on devrait le demander, ou qu'on le demandera, je ne sais pas, pour aller prendre un café, au restaurant, rentrer dans une boîte de nuit, aller voir un concert, etc. Le pass sanitaire, il correspond soit à une vaccination qui est réalisée, soit à un test PCR négatif, soit à un certificat d'immunité, soit à une contre-indication médicalement constatée. Donc, quand on dit qu'il faut le pass sanitaire, ce n'est pas dire qu'il faut obligatoirement se vacciner. On peut avoir d'autres moyens de prouver que après, bien entendu, c'est beaucoup plus simple quand on a la vaccination parce qu'on n'a pas besoin de refaire des tests PCR. Mais le pass sanitaire est beaucoup plus large que l'obligation vaccinale. Ça, c'est le statut juridique. Ensuite, qui peut décider qu'un vaccin doit être obligatoire? La Constitution, l'article 34 de notre Constitution, fait rentrer cette décision dans ce qui relève du Parlement, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement une loi. Mais avant la loi, il y aura un certain nombre de procédures, c'est-à-dire qu'avant que ce qui va se faire cette semaine, puisque l'Assemblée nationale va être saisie vraisemblablement demain ou après-demain, le Sénat dans la foulée, et théoriquement, à la fin de la semaine, nous aurons le texte, je dis bien théoriquement, il faudra obligatoirement qu'il y ait eu un premier document qui ait été fait par le gouvernement, ce qu'on appelle un pré-projet de loi. Ce pré-projet de loi aura dû être fait, alors bien entendu avec des questions politiques, des questions financières auxquelles il a été déjà fait allusion, mais bien évidemment et de manière extrêmement exhaustive. Ce pré-projet de loi aura été fait avec toutes les instances scientifiques, le conseil scientifique, la haute autorité de santé, les différentes instances qui travaillent sur le médicament, qui auront dû obligatoirement être consultées pour savoir si c'est bien, si c'est mal, ce qu'il faut. Encore une fois, je crois qu'il faut bien comprendre que lorsque le gouvernement va présenter son projet de loi sur lequel il est en train de travailler, là actuellement, il va le présenter demain ou après-demain à l'Assemblée, au Parlement. Il y aura vraiment deux aspects extrêmement importants et séparés, l'aspect qui est l'aspect scientifique et ensuite l'aspect politique, comment fait-on avec. Quand il y a ce pré-projet de loi doit obligatoirement être soumis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État va faire une première lecture pour voir si dans ce document, il n'y a rien qui soit outrancier, qui soit contraire à la Constitution, même si ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Lorsque le Conseil d'État rend son avis, c'est ce qu'il vient de faire là à 15 heures, un peu plus de 15 heures aujourd'hui, ce texte devient un projet de loi. Le projet de loi est discuté par le gouvernement et quand le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire, valide ce document, le document est présenté à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le débat entre l'Assemblée nationale, le Sénat, sachant que, vous l'avez peut-être entendu, un certain nombre de parlementaires ont déjà annoncé que lorsque le texte serait voté définitivement, donc dans quelques jours vraisemblablement, ils feraient un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc le texte risque, s'ils le font, d'être un petit peu plus loin. Ça fait partie de ce qui est prévu et qui est tout à fait possible. Ensuite, le texte est déposé au journal officiel, donc devient une loi, et la loi devient applicable. Nous n'en sommes pas encore là, c'est pour ça qu'encore une fois, j'aurai des incertitudes dans ce que je vais dire. En revanche, ce qui est beaucoup plus certain, ce sont les critères sur lesquels on doit travailler pour savoir
si effectivement une vaccination doit être ou non rendue obligatoire. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Il y en a plus, mais je vous donne les principaux. Ils sont d'autant plus intéressants que vous allez les retrouver, je pense, et vous les avez retrouvés dans la première intervention, et ils auront un écho automatique dans ce qui va être dit au point de vue éthique. Le premier critère, c'est de trouver un équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels. L'intérêt général, ce qu'on appelle l'intérêt général en droit, c'est l'intérêt d'une population qui est sur un territoire donné. Nous sommes en France, toutes les personnes qui vivent sur le territoire français. Quel est l'intérêt général? L'intérêt général, c'est de ne pas être malade, c'est de ne pas attraper une maladie, ou si on l'attrape, de l'attraper de manière moins grave que si on n'avait pas été vacciné. Mais cet intérêt général heurte de plein fouet la liberté individuelle. Et on le sait bien, on voit bien les discussions actuelles, ceux qui sont anti-vaccins ou ceux qui ne sont pas anti-vaccins, mais qui disent « moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que j'estime que c'est à moi de choisir ». Donc, il faut trouver un équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Certains vont dire, et je l'ai lu plusieurs fois, qu'on ne parle même plus d'équilibre dans ce cas-là, mais que l'on va tenter d'éviter qu'il y ait un déséquilibre trop fort entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Ce que je peux vous dire, c'est que, puisqu'il y a eu cette discussion que nous avons maintenant, elle a été, par exemple, lorsque la loi a fait passer de 3 vaccins à 11 vaccins, les obligations vaccinales pour les jeunes enfants. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie, justement sur cet aspect, en disant « mais est-ce qu'on ne porte pas atteinte aux intérêts individuels ?» Je vous lis juste une phrase de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de ces vaccinations que l'on rend obligatoires. « On ne saurait estimer disproportionné le fait qu'un État exige de la part de ceux pour qui la vaccination représente un risque lointain pour la santé, d'accepter cette mesure de protection universellement appliquée dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale. » Premier élément, intérêt général, intérêt particulier. Deuxième critère sur lequel vraiment il faut discuter, c'est l'équilibre entre ce que l'on a dans le Code de la santé publique, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un consentement pour un soin ou un consentement par rapport à quelque chose que l'on va faire sur un corps, le consentement de la personne concernée, et cette personne, si elle doit donner son consentement, a le droit de refuser. Donc, comment fait-on avec cette obligation du consentement dans le Code de la santé publique et le fait que pour une obligation obligatoire, le consentement n'existe plus? Cette notion, effectivement, elle est extrêmement délicate et elle ne peut se traiter qu'en raison de ce que j'ai vu avant, c'est-à-dire qu'on ne peut porter atteinte à la possibilité pour une personne de refuser ou de ne pas donner son consentement que si l'intérêt général est en jeu. Là encore, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme estime que, et quand je vais dire ça, je pense à toutes les personnes qui manifestent contre la vaccination obligatoire par rapport au vaccin de Covid-19. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce « La liberté de manifester ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre et à la protection de la santé ». Il y a d'autres éléments. Donc effectivement, là, nous sommes sur une confrontation et l'aspect éthique va être extrêmement important par rapport à cela. Le troisième critère, c'est le critère du respect de la vie privée et de l'intégrité physique. Normalement, chacun d'entre nous est libre de choisir ce qui va être fait sur son corps, d'être soigné ou de ne pas être soigné. Et ma vie privée fait que quand on rend une vaccination obligatoire, on va m'obliger à faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est une entrée dans ma vie privée. Le droit autorise ceci, encore une fois, de manière extrêmement proportionnée, dans la mesure, c'est toujours la même, où il y a un intérêt général. Et puis les 3 derniers critères, je vais juste les citer parce qu'ils vont très vite, c'est l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui rajoute 3 critères. Le premier est particulièrement important, c'est la notion d'acceptabilité. Est-ce que lorsque l'on rend un vaccin obligatoire, est-ce qu'avant on a
on a travaillé sur l'explication de ce vaccin. À quoi va-t-il servir pour les autres, pour soi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être accepté ou est-ce qu'au contraire, il va être rejeté par la population? Le deuxième critère de la Haute Autorité de Santé, c'est l'impérativité, c'est-à-dire qu'il faut que véritablement, si on rend quelque chose d'obligatoire, d'impératif, il faut que l'intérêt général soit le critère prédominant. Et le troisième critère, il a été important, mais il ne l'est plus maintenant, c'est la disponibilité des vaccins. Rendre un vaccin obligatoire si on n'en a pas assez, c'est quelque chose qui est un petit peu périlleux. Et pour terminer, dernier aspect, ce sont les conséquences que l'on peut avoir en cas de non-respect d'une obligation vaccinale. Et ces conséquences, je vais les voir. Il me reste encore 2 minutes? 2 minutes. Parfait. Alors, je vais très, très vite. Je vais les voir en termes de sanctions possibles ou bien en termes de responsabilité. Sanctions, je vais aller très, très vite. Hein. Juste, par exemple, le fait pour essayer de rentrer quelque part alors qu'on n'est pas vacciné, qu'on n'a pas de passe, etc., d'avoir un faux passe sanitaire. Je vous donne juste, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Hein, c'est faux et usage de faux. On peut également évoquer la mise en danger de la vie d'autrui. Je vais très, très vite. La notion de responsabilité, elle est importante parce que si une personne a été vaccinée d'une vaccination obligatoire et qu'elle en a des dommages, qu'elle en subit des dommages, il y a la possibilité, bien entendu, en passant par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, d'obtenir des dédommagements. Et puis, il y a toujours la possibilité de remettre en cause soit le vaccin lui-même, c'est-à-dire le fabricant du vaccin, soit celui qui a fait le vaccin en disant que c'est la manière dont il l'a fait qui a provoqué un dommage. Voilà, je suis allée très vite. Je passe la parole à... Merci beaucoup, Marie-France. C'était absolument passionnant et vous avez tout à fait bien fait d'évoquer à la fin de votre exposé l'aspect des sanctions possibles. Ça fait partie des choses qui doivent être envisagées, y compris dans le débat éthique. Élodie, à vous. Merci Pierre-Simon et merci à mes 2 collègues pour ces interventions très intéressantes et notamment donc celle que je vais vous proposer qui s'inscrit bien à la suite du propos de Marie-France Calu, notamment sur cet équilibre ou ce recherche de non-déséquilibre entre l'individuel et le collectif, ainsi que cette réflexion sur le consentement qui prend tant de place dans la réflexion éthique et aujourd'hui qu'on sent menacé, si ce n'est annihilé par ce thème de la vaccination obligatoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir y réfléchir un petit peu. Alors, je vous demande juste une petite seconde technique. J'ai préparé quelques slides histoire de vous proposer un support. Est-ce que Pierre-Simon, vous pouvez me confirmer qu'il est bien diffusé? C'est bien diffusé et bien visible. Super, eh bien, je commence. Alors, tout d'abord, pour commencer, finalement, on peut interroger la dimension éthique du sujet de ce soir, la question de la vaccination obligatoire et notamment des soignants. Comme l'a rappelé Monsieur Beau au début de cette intervention, finalement, on est sur la production d'un nouveau vaccin. Et donc, cet exemple-là, qui est le sujet de ce soir, s'inscrit très bien au cœur, finalement, du développement des connaissances et d'une médecine qui innove et qui innove toujours plus, et notamment dans cet aspect de la vaccination, et qui propose finalement des choses d'un point de vue thérapeutique, mais aussi préventif finalement. Et la réflexion éthique peut avoir une place parce que finalement, c'est, j'ai envie de dire, l'essence même de la réflexion éthique, et notamment la bioéthique, que de pouvoir positionner une réflexion face aux nouvelles propositions, face aux avancées, face aux nouveaux aspects, finalement, notamment du monde médical. Et si on reprend très simplement, finalement, la signification des termes d'éthique ou encore de morale, alors excusez-moi, je pense qu'il y a eu une coupure au niveau de la diffusion. Est-ce que vous voyez encore le support ou non? Non, il n'y a pas eu de coupure, Élodie. Hein. Enfin, c'est resté parfaitement stable. Autant pour moi, c'est le mien qui s'est enlevé. Non, ouais, mais il s'enlève en fait. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Tac, tac, c'est bon.
Donc oui, pardon, si on prend la signification du terme d'éthique ou même encore de celui de morale, on voit bien qu'on est sur un questionnement autour des valeurs. Et donc, toute la question est de savoir finalement quelle place peuvent avoir les valeurs face au développement de la science et face au développement de la médecine. Et finalement, ce soir, nous interrogeons la place que peut avoir l'expression des valeurs et les choix de chacun, notamment ceux des professionnels de santé, puisque nous sommes dans un contexte où finalement le choix n'est pas totalement libre et peut-être s'avérera pas du tout libre avec cette question de l'obligation vaccinale. Donc c'est précisément ici finalement que le questionnement éthique se situe. Comment finalement faire exister encore les valeurs et l'expression des valeurs de tout un chacun, et notamment individuel, dans un contexte collectif contraint, notamment en premier lieu par une crise sanitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on avait déjà beaucoup évoqué cette dimension-là lors d'un précédent café éthique sur la vaccination, face à des valeurs qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, face à des dimensions qui peuvent entrer en collision, finalement, le dilemme peut émerger. Et le dilemme est une réflexion très propre finalement à la philosophie, mais pas que, puisque le dilemme, il est beaucoup abordé, beaucoup développé. Donc, il y a plusieurs exemples, hein, je vous en ai mis 2 sur cette diapositive. La question, enfin en tout cas l'exemple de l'âne de Buridan. Vous savez, c'est cet exemple d'un âne qui, ne sachant pas choisir entre boire ou manger, ayant envie des deux, eh bien décédera de faim et de soif. Ou encore le dilemme du tramway, il est connu sous ce nom-là, où finalement il y a une personne qui est amenée à choisir entre sauver un groupe de personnes ou sauver quelqu'un de seul finalement. Comment peut-on choisir? Comment peut-on estimer faire un acte moral quand on se retrouve face à plusieurs propositions, face à plusieurs valeurs qui nous semblent toutes être justement valables, acceptables et respectables? Et finalement, dans cette situation de crise sanitaire, la notion de dilemme est très présente, et pour cette question de la vaccination, elle l'est aussi. Comme l'a bien dit Marie-France, nous sommes au carrefour de l'individu et du collectif, nous sommes au carrefour de la liberté et aussi de la question de la sécurité. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire valoir? Et ce qui est intéressant avec la thématique de ce soir, c'est que le dilemme se caractérise par sa dimension profondément éthique, qu'on peut notamment lire, alors c'est une possibilité, mais il y en aurait plein d'autres, un dilemme que l'on peut lire avec les principes éthiques assez bien connus dans cette réflexion éthique que l'on déploie dans le monde médical et dans le monde soignant. D'un côté, on a cette dimension individuelle où on a à cœur d'essayer de respecter l'autonomie de chaque personne composant la société. Alors dans le monde du soin, bien évidemment, on se focalise peut-être plus sur l'autonomie des patients, mais cela n'empêche pas que les soignants aient aussi une autonomie. L'autonomie, je vous le rappelle, c'est pouvoir se donner à soi-même sa propre loi, finalement. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où cette notion d'autonomie est mise à mal, ou en tout cas réduite pour des intérêts qui sont probablement bien supérieurs. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Alors, je ne l'affirme pas, mais en tout cas, vu qu'on chemine vers un choix de plus en plus marqué, c'est bien qu'il y a justement un choix qui est en train de se faire et qui se fait en faveur du collectif pour peut-être une question de bienfaisance, c'est-à-dire pour faire en sorte que cette épidémie soit le plus endiguée possible, la plus endiguée possible, pour faire en sorte que les formes graves cessent le plus possible. On va faire en sorte bien déployer beaucoup plus la vaccination en contraignant ce geste-là. Puisque, de toute évidence, finalement, mettre une vaccination à disposition n'a pas encore suffi aujourd'hui pour que, on puisse retrouver un rythme à peu près satisfaisant en termes de santé en lien avec cette pandémie. Le principe de justice est assez intéressant à questionner aussi par rapport à ce dilemme éthique-là, d'un côté comme de l'autre, parce que d'une certaine manière, la crise sanitaire a mis en avant des situations d'inéquité, puisque selon le métier que l'on fait, selon la situation dans laquelle nous sommes, on n'était pas tous égaux face à cette crise sanitaire. Et par rapport à la vaccination, ça pose aussi des questions d'une certaine manière. On pourrait se dire que le principe de justice, peut-être pour faire en sorte qu'on puisse retrouver une situation qui soit la plus favorable pour tous, indiquerait d'aller vers la vaccination, mais de l'autre, le fait de la rendre contraignante, à la fois pour la communauté des soignants, mais aussi pour la population générale, si on chemine vers ça, pose aussi des questions par rapport à des personnes qui ne le souhaitent pas et qui peuvent se retrouver dans une situation qu'ils estiment être injuste. Donc, c'est aussi un grand questionnement. Alors,
c'est vrai que ce que je disais, et sous réserve de ce qu'a dit Marie-France Calu, avec le calendrier qui est en train de bouger sans cesse par rapport à des textes qui vont être finalisés, ce qui est intéressant par rapport à la dernière fois, c'est que ce dilemme-là, eh bien, il est en train d'être tranché en faveur du collectif. Et donc, ça nous pose cette question assez intéressante, hein. Comment on peut appréhender finalement la liberté, notamment dans ses aspects d'autonomie et de consentement, dans un contexte où, voilà, on va obliger la vaccination. Et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, dans le contexte du soin, et beaucoup de nos événements en témoignent, la question du consentement, de l'autonomie, de la liberté, c'est quelque chose de fondamental, c'est un pilier, c'est un fondement. Et finalement, nous sommes dans une situation sociétale mondiale, finalement, où peut-être que la liberté est une situation limite, ou en tout cas comment dire, un aspect que l'on va limiter pour des considérations différentes et notamment collectives. Et donc, il faut à tout prix resituer aussi cette réflexion et ce dilemme dans un contexte où on limite la liberté, alors même que c'est quelque chose dont on reconnaît toute l'importance dans la société, et notamment aussi dans la question du soin. Et je pense qu'on peut s'interroger aussi finalement sur la question de la confiance que cela peut générer ou plutôt peut-être impacter. Comment les soignants qui se retrouvent dans cette situation de devoir se faire vacciner, vivent la chose. Est-ce que ça fragilise la confiance qu'ils ont dans les décisions politiques, notamment par rapport à ce corps-là de métier? Je pense que c'est intéressant aussi de questionner le sujet dans cette dimension-là. Alors, peut-être pour continuer et puis cheminer vers la fin de mon topo pour laisser toute la place évidemment au débat, je trouve intéressant que finalement le contexte de cette crise sanitaire ait autant mis en fait la lumière sur la question de la liberté. Pas seulement aujourd'hui avec la question de la vaccination et notamment obligatoire, mais depuis le début précisément parce que cette crise sanitaire a pas fragilisé, mais en tout cas peut-être bouleversé la liberté, notre liberté d'aller et venir, notre liberté de travailler, de nous divertir, de nous soigner parfois, et donc aujourd'hui de nous vacciner ou de ne pas nous vacciner. Et donc c'est un fil conducteur un petit peu dans les réflexions, les questionnements et aussi les débats d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que le dilemme porte justement sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la liberté est un des aspects du dilemme, et de l'autre côté, il y a la sécurité. Ce dilemme entre liberté et sécurité, c'est assez constant hein, dans le domaine du soin, que ce soit d'un point de vue de la gériatrie, d'un point de vue de la psychiatrie, c'est des choses qu'on connaît. Mais à l'échelle d'une pandémie, ça vient questionner les choses d'une façon tout autre, puisque là, nous sommes dans une situation finalement où on choisit un des termes du dilemme. Là où pour d'autres sujets, on essaye de trouver finalement une équité ou une égalité entre ces deux valeurs ou entre ces deux aspects. Alors, peut-être très rapidement, pour étayer encore plus cette réflexion sur la liberté hein, peut se définir positivement comme finalement le fait d'obéir qu'à sa seule volonté, et négativement comme une absence de contraintes extérieures. La liberté, en général, est assez étrangère à l'idée de destin, dans la mesure où qui dit liberté dit la possibilité d'agir sur le monde qui nous entoure, d'agir sur le monde dans lequel nous sommes d'une certaine façon. Et à l'échelle du contexte actuel, finalement, l'idée c'est que nous sommes dotés toutes et tous d'une liberté, ce qui fait que nous pouvons avoir une causalité sur le monde qui nous entoure. Et dans le cadre de cette crise sanitaire, on a attendu de chacun de nous que cette liberté soit utilisée en vue de lutter contre la crise sanitaire, en vue de minimiser les contaminations. Et finalement, on voit que cette confiance en la liberté de chacun n'a pas été suffisante à un moment donné pour obtenir l'effet escompté, c'est-à-dire faire en sorte que la pandémie soit endiguée le plus possible. Après, il faut dire aussi que parler de liberté, c'est pas parler d'une liberté qui serait totale. Elle suppose toujours l'idée d'une contrainte, car certes, on a une liberté individuelle, mais nous vivons dans une société, et qui dit vivre dans une société, dit vivre avec des autres. Et déjà là, nous sommes dans une contrainte. Et donc, finalement, cette liberté doit se penser dans un équilibre entre l'individuel et le collectif. Et toute la question, c'est de savoir
jusqu'où sommes-nous prêts à accepter cet équilibre entre l'individuel et le collectif? Et la crise sanitaire, déjà, nous a posé cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à abandonner une part de nos libertés pour le collectif et pour pouvoir peut-être jouir de plus de liberté à l'avenir? Et cette question de la vaccination, et notamment dans son obligation, repose cette question-là. Jusqu'où assumons-nous de faire partie d'un collectif en tant qu'individu? Alors finalement, qui dit liberté d'un point de vue philosophique, et Sartre est une philosophie intéressante de ce point de vue-là, eh bien dit aussi responsabilité. Et bon, c'est pas une notion que j'approfondirai plus aujourd'hui, mais on pourra en parler dans le débat. Cette responsabilité, elle est à penser bien évidemment au carrefour de l'individu, qui est doté d'une responsabilité, de la société, puisque la société et le politique portent aussi une responsabilité collective. Et ce soir, en tout cas pour le sujet qui est le nôtre, une responsabilité inhérente au monde du soin et probablement une responsabilité toute particulière des soignants. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, cheminer vers une vaccination obligatoire, c'est cheminer vers une responsabilité collective et notamment une responsabilité du soignant qui sera supérieure à l'individu et notamment à la responsabilité individuelle qui ne va pas toujours dans le sens que l'on attendrait. Et c'est une façon de réfléchir, une fois encore, à cette éthique de la responsabilité que développe Weber, finalement, autour du fait qu'il faut regarder les conséquences des actes pour pouvoir jauger, finalement, de cette notion-là. Alors, pour terminer, et je m'arrêterai là après, Pierre-Simon, comme vous l'avez dit tour à tour, et notamment Marie-France Calu, cette question de la vaccination eh bien, nous interroge finalement sur les informations dont nous pouvons avoir, que nous pouvons avoir à disposition pour savoir, pour décider, pour adhérer. Et ça, c'est une question très intéressante à voilà, interroger aujourd'hui à l'heure du Covid et voilà, d'une crise sanitaire, de la croyance à la raison et du fantasme à la réalité. Comment nous situons-nous par rapport à la vaccination et de l'autre côté, comment finalement on peut informer et qu'est-ce qu'on peut dire et comment le dire pour que finalement les éléments soient le plus clairs possible dans les esprits. Ce qui ne veut pas dire que ça veut dire convaincre à tout prix, ce qui ne veut pas dire que c'est limiter la liberté, c'est dire peut-être qu'il y a un effort aussi à faire encore et toujours d'information par rapport à la vaccination. Sans oublier, et ça vous l'avez bien dit Monsieur Beau, que nous évoluons encore quand même dans un contexte qui est marqué par l'incertitude. Et toute la question, c'est de savoir comment on intègre cette dimension d'incertitude et on décide quand même d'y aller, de faire un choix plus qu'un autre. Et voilà, je serais ravie de discuter en tout cas de cette dimension d'incertitude. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Élodie. Écoutez, merci à tous les trois pour ces excellents exposés, ces mises en perspective. Hein. Tous les trois, Olivier, vous avez mis en perspective sur une typologie des vaccins, sur les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Marie-France nous a mis une traduction de cette perspective en termes aussi de, je reprends mes notes, de critères qui ont été définis pour décider de l'obligation de la vaccination, 6 critères très intéressants, sans oublier les aspects sanctions. Et bien entendu, Élodie a terminé par une mise en perspective philosophique en insistant sur l'aspect pandémique de quelque chose qui était bien connu dans le domaine de la gériatrie, de la psychiatrie et qui s'impose beaucoup plus largement actuellement. Donc vraiment, merci pour ces 3 présentations préliminaires. Et maintenant, on rentre dans le cœur du sujet qui sont les questions et les réponses qui vont être tentées d'apporter. Voilà. Qui ouvre le feu?